Ok, bon, on parle un peu techno, là du coup je vais me retourner de nouveau vers Frédéric. Bon, alors on a compris que Simplon propose des formations. Il y a à la fois des formules courtes et des formules longues, il y a des formules en alternance. Et puis vous avez des cibles de formation très spécialisées. Vous enseignez les bases du numérique, bien sûr, mais vous proposez aussi des formations à l'intelligence artificielle, au métavers. Expliquez-nous un petit peu en quoi tout ça, c'est pour vous, pour Simplon, toujours une question d'inclusion. Bah, effectivement, notre métier, il est un peu bizarre, mais en fait, on fait un grand écart permanent entre les besoins du marché, donc l'analyse du travail, l'analyse des métiers en tension. Donc, on passe notre vie à interroger des professionnels, à regarder les offres sur Pôle emploi, à compulser les rapports de la DARES, à toutes les études sur quels sont les métiers en tension, et on en parle beaucoup en ce moment. Et on regarde dans ces métiers-là, dans les univers numériques, quels sont les métiers qui sont susceptibles de permettre de l'inclusion et de l'insertion professionnelle de la part de personnes qui ne sont pas des geeks. Et donc là, c'est un exercice un peu périlleux parce qu'en fait, soit les métiers sont, par exemple, des métiers d'ingénieur, de bac+15, de PhD, comme les trucs de data scientist et tout ce qu'on veut. Donc là, c'est même pas en rêve, quoi. Donc ça, on n'y arrivera pas. Il y a des métiers qui sont de niveau intermédiaire. À vos souhaits, Patrick. Patrick? Tu m'avais fait peur. Donc, il y a des métiers qui sont de niveau intermédiaire sur lesquels les pratiques RH sont un peu biaisées, en ce sens que vous trouverez beaucoup de gens dans l'industrie qui vous diront, un développeur, pour moi, c'est un bac+5, il faut qu'il soit ingénieur. Or, il n'est pas du tout écrit nulle part, ni dans les diplômes du RNCP, etc., qui sont un développeur, c'est un bac+2. Donc, en fait, voilà, sur ces métiers-là, on est obligé de négocier un peu avec les entreprises, de changer leurs critères de recrutement et de leur montrer qu'un développeur, pour le coup, ça peut commencer à bac+2 et après, voilà. Et puis après, il y a des métiers qui sont en émergence et qui n'existent pas et qui n'ont pas de diplôme, où là, on est obligé en fait de démontrer que les personnes conformes sont susceptibles de faire ce métier, de former et d'insérer ces gens-là sur le métier, et après d'aller voir l'État en disant, vous voyez, on l'a fait, et donc il faut que ça devienne un diplôme. Et au lieu que ce soit un diplôme de bac+5, vous voyez, on a formé des bac+2. Donc en fait, faites-en un bac+2. Donc il y a toute une activité à Simplon d'analyse, de négociation avec les entreprises et de reconnaissance des compétences avec le régulateur, hein, qui est France Compétences chez nous, enfin, en tout cas en France, qui fait qu'on fait nos meilleurs efforts pour que ces tensions de recrutement sur les métiers du numérique permettent d'inclure un maximum de personnes. Et donc, pour Alors, prendre des cas plus spécifiques, dans l'IA, dans le métavers, dans la cybersécurité, dans la blockchain, il y a des métiers de bac+5, il y a des métiers de bac+3 et de bac+2, et il y a des métiers qui sont au niveau bac. Et alors moi, donc, ouais, vas-y. non, non, j'allais dire, je suis pas spécialiste, mais du coup, le métavers, je m'interroge. Il y a beaucoup de fantasmes et de discours autour. Est-ce que c'est une formation qui marche? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce que, du coup, comment vous la transformez sur le marché du travail, cette formation-là? Bah, on ne ferait pas des formations là-dessus s'il n'y avait pas des jobs. Donc, en fait, au-delà du buzz autour du mot métavers, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le métavers, les métavers, ça n'existe pas encore de manière très structurée. Ça va exister, hein, ça, j'entends beaucoup de gens qui disent, ouais, le métavers, j'y crois pas, etc. Ça me fait penser aux gens qui ne croyaient pas à YouTube, qui ne croyaient pas aux réseaux sociaux, qui ne croyaient pas aux smartphones, etc. Donc, le métavers, vous êtes sûr que vous allez en entendre parler. Donc, il n'y a pas encore de gens qui ont des offres d'emploi avec marqué métavers sur pôle emploi.fr. En revanche, toutes les technologies immersives de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de réalité mixte, celles-ci, elles existent depuis les années 90, et celles-ci, elles ont pléthore d'offres d'emploi qui sont déjà en tension dans l'univers du gaming, de la formation, de l'événementiel, de la culture. Et donc, les gens qui font l'Académie du métavers Simplon, Powered by Meta, en fait, ils vont peut-être pas travailler directement dans le métavers, mais ils vont travailler dans les technologies immersives. Ça, il n'y a pas de souci. Frédéric, quels sont les points communs, selon vous, entre Simplon et Cajou? Parce que vous êtes sur des métiers proches, mais différents quand même. Ouais, je pense qu'il y en a plein. Enfin, je laisserai Jérémy compléter, mais pour le coup, on a été fait Ashoka ensemble. On fait partie de la même promo en 2015, donc c'était un petit clin d'œil à nos amis d'Ashoka. Mais je pense qu'on regarde dans la même direction, qu'on n'a pas les mêmes outils dans les mains, mais qu'il est fort possible qu'on ait quand même, en termes de territoire, de type de public et puis de volonté d'impact, quand même des choses qui sont très très proches et très en commun.
je sais qu'on est aussi assez ambitieux tous les deux, qu'on croit que la technologie, c'est pas juste pour faire des capitalisations boursières et pour faire des selfies ou des trucs sur TikTok, hein. On pense que ça sert à changer le monde. Et après, on essaye de démocratiser tout ça dans des pays auprès de publics qui n'ont pas accès. Donc, il y a plein de choses qui, au-delà de nos différences de métier, nous rassemblent. Et on a même Jérémy, des personnes en commun qui Jérémy, vous diriez quoi, vos points communs? Je dirais que Frédéric a bien parlé. Non, c'est ouais, ouais, enfin, je rejoins effectivement tout ce que dit Frédéric. Je rajouterais un vrai attachement, alors non seulement à la qualité, bon, ça, j'allais dire, ça va de soi, mais surtout à l'adaptation des contenus, des ressources, que ce soit des ressources de formation ou d'information, aux contextes locaux, aux réalités des apprenants. Et en fait, cette approche sur mesure est hyper importante dans nos métiers parce que quand on s'adresse à des populations qui sont, j'allais dire pas les populations mainstream, hein, j'aime pas trop ce terme, mais qui sont des populations en situation de vulnérabilité pour X ou Y raison, on va devoir rajouter un supplément de quelque chose. Et notamment, cette idée de pouvoir travailler déjà avec de l'humain, hein, que la technologie, ça ne résout absolument pas tout, et surtout de pouvoir adapter au maximum. Et c'est vrai qu'avec Bibliothèques sans frontières et donc Cajou, qui s'appuie sur le réservoir de contenu de BSF, on travaille aujourd'hui en 36 langues. Et cette capacité à travailler justement en langue locale, ça permet d'aller toucher les gens au plus près de là où ils sont, dans leur contexte, dans leur langue, dans leur culture. C'est hyper important et je sais qu'avec Fred, on partage cette même nécessité qui amène une contrainte qui est la contrainte de l'industrialisation, du passage à l'échelle massif. Quand on fait du sur-mesure, bah, c'est toujours difficile de faire du massif et du sur-mesure à la fois. Et c'est tout le défi de nos métiers. Alors, il y a ces points communs entre Cajou et Simplon, et en même temps, il y a une grosse différence, c'est le modèle économique de vos deux entreprises sociales. Comment se finance Cajou, Jérémy? Cajou, en fait, a aujourd'hui 2 plus 1 ligne de business, on pourrait dire. La première, c'est du projet sur mesure qu'on va co-créer avec des institutions, plutôt aujourd'hui, des ONG et des entreprises. C'est-à-dire, en fait, on va travailler avec des organisations qui ont des besoins de diffusion d'une partie de leur contenu à des parties prenantes, ou alors qui ont des problématiques de formation de leurs parties prenantes sans avoir du contenu. Et on va créer des projets Cajou sur mesure avec eux. Donc, ça veut dire qu'on va intégrer une partie de leur contenu, on va leur proposer du contenu complémentaires et on va faire une carte, par exemple cette carte qui a été créée avec tous les acteurs qui travaillent sur les questions d'emploi et d'entrepreneuriat au Sénégal. Et donc on a fait une coalition avec eux, on a regroupé leur contenu et on les a mis dans des cartes. Et en général, c'est eux qui financent le projet parce que les cartes vont être distribuées gratuitement. Ensuite, on a ce qu'on appelle des cartes sur étagère. Là, c'est plus un travail comme un éditeur où on va publier nos propres cartes et qui vont être vendues là en B2C la plupart du temps, donc directement aux particuliers ou via des acheteurs qui vont être je sais pas, une collectivité qui va acheter des cartes pour réviser le bac pour ses étudiants. Donc ça, c'est le prix de 10 € dont on parlait tout à l'heure? Ouais, on est un tout petit peu plus cher parce qu'il y a la TVA, les choses comme ça, mais on est à ces ordres-là. On a fait une grosse campagne là, sur la révision du bac, par exemple. On a eu plein d'élèves après qui nous ont écrit en nous disant qu'ils avaient réussi grâce à Cajou, etc. On a fait une évaluation, d'ailleurs, les chiffres vont sortir très bientôt, mais les résultats sont assez extraordinaires. Donc, on voit bien qu'en mettant un tout petit peu d'accès à du contenu supplémentaire, on a des transformations assez profondes dans des localisations où finalement les gens ont accès à rien. Donc, on voit qu'on peut avoir de l'impact en fait très vite. On va donner un exemple avec les agriculteurs sur un projet, donc ce que je disais tout à l'heure, là, sur les contenus en Wolof pour les agriculteurs. On voit qu'au bout de 3 semaines, 90% des agriculteurs ont mis en pratique quelque chose qu'ils ont appris dans la carte. Donc ça va très très vite en fait. Et ça peut être des choses très transformatives, je ne sais pas si on dit comme ça, qui ont un gros impact de transformation pour leur pratique professionnelle et leurs revenus futurs. Voilà, donc ça c'est le deuxième ligne. Et ensuite la troisième ligne, ça va être plutôt un petit peu comme un média en fait. Un média, on pourrait dire on vend du contenu et quelque part on valorise notre audience. Alors notre idée à Cajou, c'est de combattre justement cette idée d'utiliser la data des gens pour faire des sous. L'idée, c'est plutôt d'utiliser cette data pour faire le bien, parce qu'en fait, on collecte énormément de données sur des populations qui sont aujourd'hui plutôt off-market et off-the-grid, pour parler en bon français, mais c'est-à-dire avec de la data qui est relativement peu collectée. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'utiliser cette donnée pour pouvoir informer des politiques de développement, etc. Alors là, on commence tout juste, parce que vous voyez, avec le nombre d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui, on n'a pas non plus… Mais on a quand même des secteurs et j'allais dire, par exemple, là, on a un projet avec l'Université virtuelle du Sénégal. On touche tous les étudiants de première année de cette université, donc on a 7000 étudiants.
Et donc, on a des choses très intéressantes sur ces étudiants qui peuvent informer cette université, mais le ministère de l'Enseignement supérieur. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les acteurs du développement qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets de données, évidemment. Donc, vous avez un canal B2C, un canal B2B, un canal plus corporate. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui relève de l'offre perso et de l'offre professionnelle? Parce que quand on va sur votre site, on voit tout de suite qu'il y a un onglet offre professionnelle. Est-ce que les contenus sont différents? Est-ce que la mécanique est différente? Bah, disons que sur les offres professionnelles, on peut à peu près tout faire à peu près n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que si demain, vous êtes une ONG qui travaillait au Cambodge, en Khmer, et que vous avez du contenu, mais que vous n'arrivez pas à le diffuser, nous, on peut vous intégrer votre contenu et le diffuser. Ça, on sait faire rapidement, etc., sans aucun problème. Pour du B2C et des cartes sur étagère, bah, c'est un travail d'éditeur. Donc, il y a une grosse problématique à la fois de trouver j'allais dire, la bonne carte qui va répondre à un besoin sur un besoin, donc un impact social, mais aussi une willingness to pay en face, c'est-à-dire des gens qui sont quand même capables de mettre un peu de sous pour dire je vais acheter une carte 10 €. Donc, on ne peut pas s'adresser complètement à n'importe qui, ou alors il faut réussir à trouver le sponsor qui va dire bon, bah, moi je paye la carte pour je sais pas, typiquement pour les bacheliers qui n'ont pas les sous pour payer leur carte. Et après, il y a les problématiques de canaux de distribution qui sont très complexes. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a très peu de réseaux de distribution organisés. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on lance une nouvelle carte, quand on s'adresse aux agriculteurs, on va travailler par exemple avec les agences de microcrédit. Quand on travaille avec les artisans, on va travailler avec les chambres de commerce et d'artisanat. Donc, en fait, à chaque fois, il faut qu'on recrée quelque part un canal. Pour retrouver des prescripteurs, en fait, c'est ça. Des distributeurs, des prescripteurs, des distributeurs, des gens qui sont en contact en fait avec les cibles finales. Donc tout ça, ça se construit. C'est pour ça qu'en fait, si je devais résumer, l'objectif de Cajoo, c'est vraiment de faire du B2C massif dans les prochaines années, mais qu'on construit en fait cette distribution B2C à travers ces projets sur mesure aujourd'hui qui nous permettent de gagner en réputation, en notoriété et surtout de construire progressivement ces réseaux de distribution. Frédéric Bardot, chez Simplon, vous avez le même point de départ, c'est de permettre d'accéder au savoir au coût le plus bas possible pour vos apprenants. Mais le modèle économique de Simplon, c'est pas celui de Cajoo. Racontez-nous un petit peu comment vous financez. Du fait qu'on se situe dans un cadre qui est celui de la formation professionnelle et de l'éducation, c'est vrai qu'on a des modèles économiques qui sont régulés et qui sont spécifiques à certains pays. Donc là encore, comme pour plein de choses comme l'éducation ou la santé, la France est l'un des plus beaux pays du monde pour se former. On a énormément de financement, de possibilités. Maintenant, il y a le compte personnel de formation qui est monétisé. Il y a eu des réformes de la formation professionnelle qui sont de plus en plus favorables au public éloigné, même si la formation, quand même, majoritairement touche plutôt des gens qui sont déjà éduqués et formés et pas assez ceux qui en ont le plus besoin, mais il y a quand même eu beaucoup de progrès là-dessus. Et donc, on a les OPCO, on a Pôle emploi, on a les régions, on a l'État, on a énormément de financement aussi au niveau européen là-dessus. Donc, il y a plein de modèles économiques différents pour la France. Le souci, c'est dès qu'on passe la frontière française, les choses se compliquent parce que la plupart des choses qui existent en France n'existent pas ailleurs. Et donc, on est obligé d'être très agile en termes de modèle économique. Et donc, on a des choses très hybrides où on peut mélanger des financements publics, soit de l'Union européenne, soit de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, soit de l'Agence française de développement qui va aider le gouvernement du Sénégal en lui donnant de l'argent et le Sénégal va faire un appel à projet que Simplon va gagner pour déployer des formations. Donc ça, c'est de manière un peu indirecte. Et on a aussi deux autres types de sources de financement qui sont très importantes, c'est les fondations. Donc typiquement en Afrique, le déploiement africain de Simplon est très soutenu par la Fondation Société Générale, qui est vraiment notre premier financeur. Et après, par des entreprises françaises ou pas, qui sont implantées sur les territoires dans lesquels on est. Donc, on a beaucoup les opérateurs de télécommunications, et notamment, on travaille beaucoup avec Orange, qui est forcément très présent en Europe et aussi en Afrique. Et puis, nos amis, les Amama, parce que moi, j'aime pas dire GAFAM, parce qu'ils ont tous changé de nom, mais je veux dire Google, Amazon, Facebook, Meta, enfin, ils ont tous des budgets philanthropiques ou ce qu'ils appellent skills and employability, qui font qu'en fait, ils soutiennent beaucoup des acteurs comme nous. Et donc ça nous permet dans tous les cas, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que tout reste gratuit pour les apprenants. Alors, dans l'économie sociale et solidaire et dans la finance solidaire, parce que je rappelle qu'on est en pleine semaine de la finance solidaire, il y a évidemment la question des modèles économiques qui comptent, et puis il y a la question de l'impact. Alors, comment est-ce que vous, chez Simplon, Frédéric, vous mesurez l'impact des actions que vous mettez en place?
Je dis souvent qu'à Simplon, on a fait énormément de bêtises et qu'on en a fait beaucoup et qu'on en invente plein d'autres. Mais s'il y a un truc sur lequel on n'a pas été trop mauvais depuis le début, c'est la mesure de l'impact. Puisque depuis le début, donc depuis le premier jour et le premier apprenant formé à Simplon, on a le même cadre de mesure d'impact. Donc il est très très simple, très robuste, hein, très classique, qui s'applique à tous les pays. On fait une photo avant-après. Donc, on regarde qui sont et ce que sont nos apprenants avant de rentrer en formation, leur âge, leur genre, leur niveau d'études, combien ils gagnent, enfin, toutes les caractéristiques. Est-ce qu'ils sont dans les quartiers, dans les zones rurales, le côté territorial, tout ce que vous voulez. Et on fait des mesures à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois après les formations Simplon. Et donc, on a comme ça des KPI d'impact assez forts en amont et en aval qui définissent notre niveau d'inclusion et l'impact qu'on a sur les destins des gens qui passent chez nous. Et l'indicateur d'impact qui fait lever le matin tout le monde à Simplon, c'est ce qu'on appelle en bon français le taux de sortie positive à 6 mois. Donc, en fait, c'est vraiment que sont devenus nos apprenants 6 mois après la formation Simplon. Et il est de 70% en emploi et en retour en éducation et en formation diplômante, et majoritairement en emploi et de plus en plus en emploi. Donc voilà, d'avoir 50% de gens qui n'ont pas le bac, 20% de réfugiés qui, 6 mois après, sont à 70% en emploi dans des jobs bien payés dans le numérique et tout ça, c'est vraiment ça qui mesure notre impact. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait remonter dans toutes nos mécaniques de franchise, ça plaît à tous nos financeurs. Enfin, c'est un truc solide, robuste, qui est mesuré depuis le premier jour à Simplon. Donc ça, c'est top. Et qui plaît aussi à nos investisseurs, puisque c'est là-dessus qu'ils apprécient l'impact voilà, qu'on a, quoi. Je rappelle aux investisseurs et à tous les participants que vous pouvez poser vos questions. Vous êtes quasiment une cinquantaine là en ligne. Vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet de discussion. Vous avez le petit bouton en bas de votre fenêtre de Zoom. Jérémy, même question. Comment est-ce que vous mesurez l'impact de ce que vous faites chez Cajoo? En fait, chez Cajoo, on a 3 verticales d'impact qu'on mesure qui sont en lien avec les objectifs de développement durable. La première, c'est sur l'éducation et donc notamment la manière dont Cajoo améliore les résultats scolaires à tous les niveaux, donc primaire, secondaire et universitaire. On a un deuxième axe qui est la santé, donc l'amélioration perçue et réelle des conditions de santé des populations. Et on a un troisième axe qui est les revenus, et donc l'amélioration des revenus. Celui-ci, il est quand même très ambitieux, c'est-à-dire avec Cajoo, on réussit à améliorer le revenu des populations qu'on adresse. Mais du coup, on a… Alors, le framework est robuste. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à l'appliquer, parce qu'en fait, c'est des systèmes de questionnaires et d'auto-évaluation, en fait, hein, basés sur des échantillons représentatifs. Et globalement, c'est adressé notamment par notification, enfin, donc messages et sondages envoyés dans l'app par appel téléphonique et par focus group. Et à côté de ça, on fait aussi des évaluations randomisées avec là, pour le coup, des agences d'évaluation externes. On l'a fait là sur les cartes Passe ton bac, où on a des résultats hyper intéressants parce qu'en fait, on va au-delà simplement de la seule data d'amélioration, par exemple, d'un niveau scolaire, mais aussi on a du focus group, on a du retour. En fait, le vrai sujet pour nous demain, c'est de pouvoir lier quasiment l'efficacité d'un contenu sur un de ces 3 axes. C'est-à-dire, en fonction de qui vous êtes, quel contenu vous avez regardé, voir quel impact ça a eu sur votre éducation, votre santé ou votre niveau de revenu. Si demain, on est capable de faire ça, ça veut dire quelque part qu'on est capable de pouvoir anticiper quel contenu pourra réellement avoir plus d'impact sur certaines catégories de la population. Alors ça, de fait, en termes de business, ça a un énorme potentiel, ce qui m'intéresse évidemment, mais j'allais dire c'est encore plus intéressant au niveau de l'impact possible, parce que ça veut dire demain, par exemple, travailler avec un ministère de la Santé en disant, bah, vous voyez, en fait, ces 5 vidéos de prévention du sida, par exemple, du VIH, elle marche, on sait qu'elle marche sur certaines catégories de la population et pas d'autres.
Donc, on vous propose d'en créer 5 autres pour cette autre catégorie et on peut pousser en parallèle les deux en fonction des catégories et quasiment en temps réel, on peut savoir ce qui marche ou pas. Alors, on n'en est pas là encore hein, dans notre pipe, j'allais dire notre outil d'analyse de la donnée. Hein, c'est des choses qui vont arriver l'année prochaine, mais on a déjà quand même beaucoup d'éléments de ce type-là. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on a toujours été frustrés dans l'histoire de BSF où on fait quand même des bibliothèques en dur, où on a beaucoup de mal à récupérer de la data. Et donc là, on est vraiment dans cette logique d'avoir une organisation qui est data-driven, même pour des publics complètement offline. Alors, ça ne marche pas toujours, hein, parce que je prenais l'exemple, par exemple, des tablettes, des gens qui sont connectés sur les tablettes. Au Burundi, par exemple, là, on a, je sais pas, 20 000 utilisateurs qui sont sur des tablettes complètement offline. Bah, là, on n'a pas de données qui remontent tous les jours. Donc, il faut aller les chercher à la mano, quoi. Et donc, ça prend un peu plus de temps.